Bienvenue dans le podcast Corylus. C'est le podcast destiné aux professionnels de la santé qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur logiciel Care Connect. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages et peut-être même de la nécessité de le Care Connect, AI Assistant. C'est un nouvel outil qui fait que, en tant que médecin, tu n'as plus besoin de prendre de notes pendant ta consultation. Et quand je dis « nous », c'est moi, Dieter, mais je ne vais pas faire ça seul. À côté de moi se trouve Jan Grauwels, Head of Product chez Corylus. C'est bien ça, Jan ? Oui, et tu es la personne idéale pour tout nous expliquer à propos de ce Care Connect AI Assistant. Merci d'être venu. De rien. Tu as participé à la création de Care Connect AI Assistant, c'est ce qu'on m'a dit. Est-ce correct? Oui, c'est vrai. Surtout, en fait, j'étais avec quelques collègues sur un projet, bien sûr. Mais je suis bien là depuis le tout début. Surtout la partie du début, quand on a eu l'idée de faire quelque chose avec l'IA. C'est aussi tout nouveau dans le monde. Ce n'est pas non plus nouveau que nous voulions faire quelque chose avec l'IA. Et je travaillais ensemble pour garantir que nous réunissions les bons collègues autour de la table pour voir quel produit nous ferions quelque chose avec l'IA en premier. Et puis je calcule bien, est-ce qu'on fait les premiers pas, comment on va l'installer, qu'est-ce qu'on va construire. Et puis, avec les collègues des équipes de produits spécifiques, cela s'est mis en place de cette manière. Nous avons eu de nombreux invités ici qui parlent de cela, Dai lui-même. À quoi sert l'outil? Quelle est la valeur ajoutée pour les médecins? Pour les personnes qui n'ont pas encore vu ce podcast, peux-tu expliquer très brièvement ce que fait exactement cet outil? C'est en fait aussi simple que ça, comme je viens de le dire. En fait, tout le monde est déjà allé chez le médecin généraliste au moins une fois. Et notre outil va en fait permettre, avec un micro externe branché sur l'ordinateur portable du médecin, que la consultation soit enregistrée et automatiquement consignée dans le dossier médical, dans ton dossier de patient que le médecin généraliste tient à jour pour toi. Et l'information sera également structurée et codée immédiatement. En fait, cela signifie que si vous dites quelque chose en tant que patient, cela apparaîtra dans la case appropriée dans le logiciel de gestion des dossiers. De plus, si un certain paramètre est enregistré, par exemple la pression artérielle, un certain code lui est également lié, pour que nous soyons sûrs à 100% qu'il s'agit de la tension artérielle et que le logiciel peut en faire quelque chose. Ok Jeanne, je pense que c'est un résumé parfait de tout ce que j'ai déjà entendu ici. Je suis curieux d'approfondir l'outil avec vous plus tard. Jean, avant d'entrer dans le vif du sujet dans ce podcast, j'aime toujours mieux connaître nos invités. Je vais donc vous soumettre à une courte séance de questions-réponses. Cela semble excitant. Es-tu prêt? Je suis bien prêt. Très bien, c'est parti. Peut-être le chef de produit en premier. Un chef de produit, qu'est-ce que c'est alors? Que fais-tu exactement dans la vie professionnelle? Typiquement, le responsable produit, Head of Product, est responsable de plusieurs produits, donc pas d'un seul. A l'inverse, par exemple, un chef de produit, Product Manager, est responsable d'un seul produit. Typique. Un chef de produit dirige ou gère en fait un groupe de chefs de produits et donc également des produits. Donc, il gère plusieurs portefeuilles de plusieurs métiers? Oui, mais dans mon cas, je suis un chef de produit un peu atypique, peut-être dans ce sens-là. Je travaille plutôt dans un département central qui veille à ce que nous puissions soutenir les autres produits. Et par exemple, le parcours IA en est un bon exemple. Nous ne voulons en fait pas seulement implémenter l'IA dans notre logiciel pour médecins généralistes, mais dans différents logiciels. Ok, c'est intéressant. Donc, tu considères maintenant les médecins généralistes comme ton public test, si je peux dire. Plus tard, d'autres professions médicales s'ajouteront. Un public test, dans le sens positif du terme, c'est-à-dire pas des cobayes. Mais effectivement, c'est le premier groupe cible dans lequel nous allons implémenter l'IA. Nous avons toutefois l'ambition de l'implémenter sur tous les produits, ou du moins sur ceux pour lesquels cela peut être pertinent. Le prochain était d'ailleurs déjà en préparation pour les infirmiers. Nous en reparlerons certainement tout à l'heure dans le podcast. Enfant, tu rêvais déjà de devenir chef de produit? Pour les enfants, peut-être pas tout de suite. Mais j'ai remarqué, j'ai fait des études d'ingénieur, et pendant mes études, j'ai vite constaté que ma préférence allait moins vers l'informatique pure, comme la programmation ou le développement de logiciels. De cette manière, mais en allant plus loin, il s'agit de déterminer ce que le logiciel doit contenir, ce dont les utilisateurs ont besoin, ce qui fonctionne, et ce qui peut améliorer leur efficacité. Une sorte d'intermédiaire entre les informaticiens plus techniques, les développeurs, et le business, comme on l'appelle? C'est en fait exactement ce que nous faisons au sein du département produit, traduire les besoins du terrain. Et aussi, par exemple, veiller à ce que tout se passe bien. Plus tard, quand une fonctionnalité est lancée, il faut que notre service client ait déjà les informations nécessaires pour aider les clients en toute sécurité, s'ils ont des questions ou des problèmes. Cela veut-il dire que tu connais bien ces clients? Parles-tu souvent avec des médecins ou d'autres professionnels de santé?
C'est ce que nous essayons de faire possible. Oui, nous essayons de nous aligner autant que possible avec les clients. Je pense qu'on y reviendra plus tard car dans ce projet aussi, nous avons essayé d'adopter une approche mature où l'on commence petit, construit quelque chose, vérifie si les clients apprécient, recueille leurs retours, regarde ce qu'on peut améliorer et avance de façon itérative. Qu'as-tu étudié pour cela? Dans mon cas, oui, j'ai étudié l'ingénierie produit, mais dans ce domaine, on peut venir de différents horizons. Je dis toujours, quand des amis cherchent un nouvel emploi, je leur conseille souvent de regarder si le produit n'est pas fait pour eux, parce que il faut surtout bien identifier les besoins, parler avec les gens, savoir communiquer, puis pouvoir résumer, noter ce qui est nécessaire pour le transmettre au développement. D'accord, tu viens de le dire, tu travailles beaucoup avec l'IA en ce moment. Je pense qu'on peut affirmer tranquillement que l'IA est un jalon dans le développement technologique de l'humanité. Selon toi, quelle est la véritable invention la plus importante de l'histoire que l'homme ait jamais réalisée? Est-ce l'IA ou est-ce autre chose? Alors peut-être l'IA, ça, il faut encore voir un peu, ça doit encore faire ses preuves. Je pense qu'on parle beaucoup d'IA et je suis vraiment convaincu que, comme tu le dis, c'est effectivement une grande avancée dans le développement. C'est aussi une manière très différente de faire du développement logiciel que ce que nous connaissons ici de façon traditionnelle. Mais moi, par exemple, j'ai toujours été, aussi grâce à mon parcours d'ingénieur, toujours fasciné par le fait qu'un jour, la machine à vapeur a été inventée Oh, la machine à vapeur, oui, de James Watt. C'est la seule chose que j'en sais. et que cela a en fait aussi déclenché toute une révolution industrielle. Est-ce donc la même chose, similaire à cette révolution? Il faudra voir, l'avenir nous le prouvera. D'accord, mais ça a peut-être le potentiel. Donc la roue, la machine à vapeur, l'IA. Oui, peut-être même entre les deux, l'informatique, c'est peut-être une étape intermédiaire. D'accord. Dernière question pour conclure. Juste avant de terminer, quelle est la dernière chose que tu as demandé à ChatGPT? Ouf, la dernière chose que j'ai demandé, je pense que oui, mais c'est déjà technique. Une analyse comparative a été faite dans Excel sur certaines données. Très sexy. Très sexy. Oui. Oui. D'accord, très bien. Il est temps de sortir les chiffres. Dans chaque épisode, nous braquons notre microscope sur un chiffre marquant. Et il y en a eu un récemment qui m'a vraiment choqué. Car selon une étude de la santé publique Fozug Liver, il s'avère que les médecins généralistes consacrent plus d'une journée de travail par semaine, une journée entière, à des tâches administratives. Alors ne vous inquiétez pas pour le patient. Un jour par semaine, un jour ouvrable par semaine, cela représente 20% du temps. C'est quand même énorme. C'est vraiment C'est énorme, énorme. c'est vrai, c'est Saviez-vous? impressionnant. Connaissez-vous Et ce numéro? oui, ce chiffre est bien connu chez nous, en effet, et ce chiffre a d'ailleurs encore augmenté depuis la période du Covid. Moi, j'allais le demander. Est-ce que ça évolue encore dans une direction négative? Et là, on constate que les médecins généralistes s'occupent aujourd'hui beaucoup plus de l'aspect psychologique. Les patients viennent plus souvent avec des aspects psychologiques, ce qui demande aussi plus de discussion et d'administration. Pour ces aspects, on va peut-être les noter d'une manière différente, peut-être plus en style prose, dans son D'accord. dossier. Et ils ne sont pas forcément formés pour ça, par exemple? Non, au sens strict et général. Ce sont des médecins généralistes, donc ils ont bien sûr une formation générale à ce sujet, mais ils peuvent tout de même y répondre d'une certaine manière. La plupart des généralistes que je connais sont aussi doués pour écouter le patient, et d'un autre côté, on constate aussi qu'il y a beaucoup plus de demandes de soins complexes qui arrivent, donc des patients viennent avec plusieurs demandes de soins, quand demande de soins souvent plus complexes, ce qui entraîne également plus d'administration. Et comment cela se passe-t-il que ces questions, peut-être, deviennent plus complexes et difficiles? Oui, je pense que nous avons une société un peu plus âgée, donc cela peut déjà en être une raison. Et oui, je pense que c'est simplement une évolution générale, je suppose. Et puis, oui, tout simplement, en effet, je pense aussi que les maladies ont également évolué au fil du temps. Non, je ne suis pas moi-même médecin dans ce domaine, mais je peux imaginer que j'ai moi-même constaté au cours de ma propre vie qu'il y a aujourd'hui plus de cancers Les spécifiques. connaissances médicales sont Par aussi tout exemple, simplement bien plus auparavant. vastes qu'il y a 50 ans, si on regarde bien. Donc je pense qu'il y a de cette manière une plus grande complexité. Mais d'un autre côté, il y a aussi toute la pure administration, et c'est aussi très souvent le cas, de devoir fournir des attestations pour les patients. Je pense aussi à certains types. Il y a eu une campagne autour des certificats médicaux que les enfants doivent parfois fournir pour aller aux toilettes à l'école, par exemple. C'est un exemple. C'est une surcharge supplémentaire pour le médecin généraliste de rédiger toutes ces autorisations. Et là, on constate aussi qu'il y a vraiment eu une forte augmentation de ce travail pour le Oui, généraliste. et ce n'est pas la seule grande augmentation.
L'augmentation, ou plutôt la diminution du nombre de médecins généralistes est bien là. Donc ces deux choses se renforcent mutuellement. La pénurie ne fait qu'augmenter. Par ailleurs, on voit aussi, et je pense que ce n'est pas seulement dans le secteur des soins, que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est devenu important pour tous. Un médecin généraliste travaille maintenant plus souvent dans un cabinet de groupe pour préserver cet équilibre. Et je pense aussi qu'il ressent un besoin un peu plus grand d'avoir suffisamment de temps privé, alors qu'autrefois, le généraliste avait peut-être un peu moins cette exigence. Et ce travail administratif est et reste important. Je ne suis pas en mesure de simplement le minimiser ou de le faire autrement, à mon avis, car cela reste au final l'essence même du métier, de ce que cela implique vraiment. C'est certainement très important et surtout, comme je viens de le dire, si l'on regarde la consultation elle-même qui doit être consignée, je pense qu'il y a encore des gains d'efficacité à réaliser à ce niveau, notamment grâce au logiciel. C'est aussi pour cela que nous avons mis en place l'IA. Mais c'est un travail très important et cela prend effectivement beaucoup de temps. Si vous êtes déjà allé chez le médecin généraliste, vous avez sans doute remarqué, en tout cas c'est souvent mon cas, j'ai un bon médecin, vraiment très bon, mais je constate quand même souvent que ses yeux sont fixés sur l'écran pendant la consultation, alors même qu'il me pose certaines questions. On ne peut pas faire autrement. C'est vrai. Et comme je travaille dans le secteur, je sais ce que fait mon médecin généraliste. Mais je peux imaginer que pour certains patients, cela puisse être un peu plus difficile. Parce que ce qui est un peu inévitable, c'est que le médecin généraliste essaye d'enregistrer très correctement quelle est ma demande de soins en tant que patient à ce moment-là. Mais d'un autre côté, il doit aussi noter une bonne structure et pouvoir faire une bonne analyse de ce qu'est le diagnostic, de ce que nous allons planifier pour résoudre le problème, pour répondre à la demande de soins et l'améliorer. Tu parlais tout à l'heure de ces cabinets de groupe. On y voit aussi de plus en plus d'infirmières de pratique dans ces cabinets. On pourrait se demander si, par exemple, ces personnes ne pourraient pas également apporter un soutien dans cette administration. Tout à fait. Et c'est aussi pour cette raison que le gouvernement a encouragé la mise en place des infirmiers de pratique. C'est aussi quelque chose de très différent, par exemple, d'une infirmière à domicile, comme cela existait auparavant, ou d'une infirmière en hôpital. L'infirmier de pratique va effectivement soutenir le médecin généraliste en réalisant déjà de manière autonome certaines consultations avec le patient. Par exemple, les consultations de prévention sont quelque chose que l'infirmier de pratique peut prendre en charge, bien qu'elle puisse aussi, par exemple, établir certains plans de soins et gérer la population au sein du cabinet. Elle ne pourra pas, lors des consultations, décharger complètement le médecin généraliste de tout le travail administratif. De même, comme nous en parlions, le fait de noter les véritables données dans le dossier. J'imagine que la plupart des médecins généralistes souhaitent aussi le faire eux-mêmes. Je pense que c'est aussi la relation médecin-patient qui est importante, elle est également confidentielle. Donc ce type de travail, en tant que médecin généraliste, tu devras le faire toi-même. Donc, l'infirmier R en pratique avancée peut reprendre une partie du travail, mais l'administratif reste collé au médecin généraliste. En d'autres termes, on peut simplement résumer que le médecin généraliste doit, d'une manière ou d'une autre, être déchargé de certaines tâches. Et est-ce que c'est ce qui a déclenché l'intégration de l'IA dans CareConnect GP? C'était sûrement l'un des éléments déclencheurs. Aussi, il y a ce qu'on disait. Bien sûr, l'IA est aussi quelque chose de nouveau dans le monde. Si nous voyons des tendances comme Corella, nous allons voir si nous pouvons en faire quelque chose d'utile. Ce sont ces deux aspects que nous avons combinés. Le principal besoin actuel est chez le médecin généraliste, car c'est là que le cas d'usage est le plus pertinent. Je vais le formuler ainsi. C'est le premier groupe cible, c'est exact. Dans d'autres professions de santé, il y a une surcharge administrative. Je ne veux pas sous-estimer cela. Mais ici, nous pensions, ici, nous pouvons tout de suite... Le besoin y est vraiment important, d'accord. Tout est parfaitement clair. Ok, je comprends tout à fait. Il est temps de passer à la rubrique suivante qui s'appelle l'enquête. Ensemble, nous allons à nouveau creuser le thème central jusqu'à la moelle. Et maintenant, il s'agit en fait du CareConnect AI Assistant et la question de savoir pourquoi ce n'est pas simplement un effet de mode, car beaucoup d'IA, c'est légal, mais c'est aussi une nécessité absolue. Nous allons approfondir cela un peu plus. Jeanne, la technologie derrière AI Assistant, c'est en fait du matériel pour un autre podcast. Je le recommanderais également à tout le monde. Là était assis l'homme de Cavell, la société qui fournit l'IA. Super intéressant. Comment tout cela fonctionne-t-il? Pourquoi est-ce sûr? Et ainsi de suite. Ne nous attardons pas trop là-dessus. Mais peux-tu peut-être expliquer encore une fois, très brièvement, en langage simple, comment fonctionne cette IA? Oui, donc dans notre cas, pour ce cas d'usage destiné aux médecins généralistes, l'IA va en fait interpréter la conversation entre le patient et le médecin. Donc cela signifie qu'il y a de la reconnaissance vocale, de la reconnaissance de la langue. Et puis, en fait, dans une deuxième étape, il va traduire cette conversation enregistrée en texte écrit
tapée à la main, pour ainsi dire, en lettres et en mots, afin de la structurer ensuite. Et cela consiste en fait à décomposer à nouveau le texte étape par étape pour mieux l'analyser. Le médecin généraliste suit généralement un certain schéma. Il commence par écouter le patient de manière subjective, puis il essaie de mesurer certains paramètres de façon objective, typiquement de les enregistrer. Pensez par exemple à une température ou une tension artérielle. Ensuite, il s'agit d'évaluer ce que pourrait être le diagnostic ou le problème. Ce n'est pas toujours une évaluation définitive où l'on sait exactement de quoi il s'agit. Parfois, on demande quelques consultations supplémentaires ou un examen complémentaire. Par exemple, en deuxième ligne, un spécialiste ou quelque chose de similaire, ou encore une prise de sang. Et puis, après cette évaluation, le médecin généraliste va planifier. Et il va en fait se demander, d'accord, comment allons-nous pouvoir faciliter ou résoudre ce problème pour ce patient? Et alors, souvent, cela se traduit ici par la prescription de médicaments, mais il se peut tout aussi bien que vous souhaitiez prendre des mesures de prévention ou planifier une vaccination, par exemple. S'il s'agit d'une autre problématique, par exemple si quelqu'un est en surpoids, alors vous allez peut-être planifier un entretien avec la diététicienne. Donc c'est en fait la structure que le médecin généraliste suit lors de la consultation. C'est ce qu'on appelle ce rapport codé, n'est-ce pas? C'est exact, c'est bien ça. Donc au sein de cette structure, il y a aussi des codes, mais c'est l'IA qui va automatiquement extraire cette structure. Et cela fonctionne parce que la technologie vocale en 2025 et au-delà est tellement avancée. Je me souviens de l'époque de Lernoux et Hauspil. Il y a déjà 20 ans, parfois ça marchait, parfois non. On ne savait jamais vraiment. Aujourd'hui, c'est déjà... J'ai été vraiment surpris de voir qu'il comprend parfaitement tous les dialectes d'autres langues, en fait tout simplement tout. Oui, et c'est effectivement ce qui est fantastique avec cette IA. L'IA actuelle n'est pas une intelligence artificielle générale. Si tu en as entendu parler, il ne s'agit pas d'une IA hyper intelligente qui pourrait tout gérer, résoudre tous les problèmes ou agir totalement seule, sans intervention humaine. L'IA actuelle est surtout basée sur la reconnaissance de motifs, si je peux dire ainsi, et plus précisément sur le langage, ce qu'on appelle techniquement un large language model. Donc la langue est vraiment au cœur du cas d'usage ou de la cible, c'est pour cela qu'elle a été développée, c'est ce que je veux dire. Donc c'est précisément pour cela que ça a été développé. Donc pas pour poser le diagnostic. C'est le rôle du médecin. Tout à fait, oui. Et donc, comme je le disais, il y a l'aspect de la structuration, mais effectivement, tu mentionnes aussi le codage. C'est en fait dire, pour donner un exemple simple, s'il y a une certaine grippe en ce moment, tu sais peut-être qu'il existe différentes variantes de la grippe, alors notre IA va aussi, à condition que les bons mots aient été prononcés, supposons que c'est la grippe espagnole, ou je dis ça comme exemple, alors notre IA pourra automatiquement attribuer le bon code à cette grippe spécifique. Et ça, c'est de nouveau intéressant, c'est encore une fois important. Cela se fait aussi, mais les médecins généralistes font ce travail manuellement. Et pourquoi ces codes sont-ils importants? D'abord, c'est parce que le logiciel peut ensuite les utiliser. Par exemple, si tu veux donner une alerte dans le dossier, au moment où ce patient revient, tu te souviens, il a déjà eu ce type de grippe. Il est peut-être important de vérifier à nouveau que tout est bien terminé. Notre logiciel peut alors le faire automatiquement. D'autre part, ces codes sont également importants pour une utilisation dans la recherche scientifique. Par exemple, si vous souhaitez examiner les données ou le dossier du patient au niveau du volume, appelé niveau de la population, vous commencez alors également à travailler avec ces codes. Correct. Cela va également, d'une certaine manière, réduire la marge d'erreur car tout sera toujours enregistré de manière correcte. Au début de notre conversation, tu en parlais, j'ai posé la question, tu discutes déjà de temps en temps avec un médecin. Comment avez-vous impliqué ces médecins pendant ce processus? Avez-vous alors consulté des groupes de discussion ou comment avez-vous procédé? La toute première étape de l'IA a été de mener une enquête générale auprès des médecins, car il existe parfois une résistance aux nouvelles technologies, pas seulement à l'IA. Et nous voulions vraiment nous assurer que la demande existait pour le problème que nous pensions exister ou pour celui que nous pensions pouvoir résoudre plus facilement qu'aujourd'hui et que cela correspondait à une réalité. Oui, c'était le cas. Nous avons donc mené une enquête sur la volonté d'utiliser l'IA. D'autre part, nous voulions aussi savoir si nous pouvions réduire certaines charges administratives. Et puis, nous avons présenté le cas d'usage que nous avions auparavant, l'enregistrement de la consultation, comme nous l'avions déjà mentionné. Mais nous avons aussi posé la question de manière plus générale. Voyez-vous d'autres cas utiles pour utiliser l'IA? Et d'autre part, si nous devions maintenant enregistrer automatiquement la consultation, à quoi ressembleraient, selon vous, les exemples de cela? C'est peut-être, pour moi, cela a été un peu surprenant dans le sens où la première raison était là, mais cela montre bien que la motivation du médecin généraliste est vraiment irréprochable. Il ou elle veut avoir plus de contact avec les patients. Je pensais qu'il dirait nous voulons nous débarrasser de cette charge administrative. L'étude du SPF montre aussi que cette charge a augmenté, mais le contact avec les patients reste la raison principale. Ce n'est pas qu'ils veulent se débarrasser de l'administration pour elle-même.
Non, c'est pour s'impliquer auprès du patient. L'un est en réalité la conséquence directe de l'autre. Le but, c'est bien évidemment le patient. Le moyen, l'obstacle, c'est l'administration. Donc tout va très bien et j'ai aussi trouvé intéressant que cela ressorte. Et c'est aussi là-dessus que nous avons pu nous concentrer afin de veiller à éliminer tous les obstacles et barrières. Donc d'abord cette enquête, puis nous avons en fait développé notre cas d'utilisation en collaboration avec KVL, comme tu l'as déjà mentionné. Comment les avez-vous trouvés, sincèrement? Oui, nous avons aussi réfléchi un moment. Pouvons-nous faire cela en interne? Il faut aussi le dire, nous avons examiné cette possibilité. Mais je vais l'exprimer ainsi dans le développement logiciel traditionnel typique. Et oui, je viens justement d'évoquer le terme de language models. C'est en fait davantage une discipline qui consiste à apprendre quelque chose à un algorithme, si je puis dire, plutôt qu'à programmer quelque chose. Et c'est vraiment une discipline à part entière, c'est vrai. Nous Ok. avons pensé voir si nous pouvions nous associer à un service existant. Nous avons aussi mené plusieurs projets autour de l'IA et des logiciels médicaux. Nous avons vu qu'il existait déjà plusieurs entreprises utilisant cette technologie vocale et ces notes de consultation. C'est une entreprise frontalière. Était-ce un choix d'avoir une entreprise belge, flamande, locale? Nous avons fait une analyse du marché général, nous avons même regardé à l'international ce qui existait déjà, mais nous sommes effectivement rapidement tombés sur Cavell. C'est aussi une question de langue, et le flamand est également une sous-variante spécifique du néerlandais. Et là-dedans aussi, nous avons donc agi un peu à l'aveuglette. Nous avons fait réaliser quelques tests par plusieurs médecins généralistes avec différents outils que nous avions. Nous avons aussi réalisé quelques tests en interne. Et là-dedans, ils se sont rapidement révélés être les leaders. Ils ont également déjà un produit autonome, donc c'était en fait facile pour nous de donner un accès à quelques médecins généralistes et de les laisser tester. Pendant ces phases de test, quels ont été les principaux obstacles ou à quoi vous êtes-vous heurté exactement? Oui, donc lors de la phase de test avec les outils autonomes, quand nous les examinions, il nous a tout de suite frappé, et ce n'est pas illogique, qu'il manquait la partie où cela arrivait directement dans le dossier. Donc autonome veut dire que vous faisiez la note ou que vous enregistriez la consultation dans l'outil séparé, par exemple de KVL ou d'autres, et qu'ensuite vous deviez en fait tout recopier dans votre dossier. Donc cette intégration avec Kerk et le GP? C'est tout à fait logique, mais c'était aussi l'un des retours spontanés des médecins généralistes qui avaient testé. D'un autre côté, oui, ils obtenaient de très bons résultats pour la prise de notes en néerlandais, même avec différents dialectes. Nous avions inclus un médecin limbourgeois et un médecin de Flandre occidentale dans ce groupe pour alimenter cela et vérifier si cela fonctionnait avec ce dialecte. Ce n'était pas encore parfait à 100%, mais Cavell continuait déjà à l'améliorer. Que les flamands sont parfois incompréhensibles? Non. Ok, alors c'est bien, d'accord. Y a-t-il eu des bénéfices particuliers qui ont été immédiatement apparents pour les médecins parmi cette petite population test? Étaient-ils enthousiastes? Ils étaient vraiment très enthousiastes. Et oui, à condition qu'ils pensent que cela venait d'un grille-pain, ils ont indiqué avoir les mains libres pendant la consultation et aussi les yeux libres pour se concentrer sur le patient. Parce qu'il s'agit aussi en partie de lire son patient. Il ne s'agit pas seulement de noter rationnellement, mais aussi de voir ce que la personne fait parfois. D'une certaine manière, en tant que médecin, on est presque un peu psychologue, parce qu'il faut aussi faire preuve d'empathie. Absolument. Et c'est un peu ce à quoi nous faisions déjà référence tout à l'heure. On voit bien, surtout après la période Covid, que l'entretien psychologique, le fait d'être là pour le patient à domicile, c'est plus que le médecin strict qui examine et pose un diagnostic. C'est aussi une oreille attentive, une personne de confiance, absolument. Parfois, le médecin accompagne aussi le patient au-delà de l'aspect médical. D'accord. Tout à l'heure, tu as déjà dit, par exemple, que l'intelligence artificielle peut parfois faire peur. Parfois, dans certains secteurs professionnels, les gens ont peur que l'IA leur prenne leur travail. On voit parfois cela dans des titres accrocheurs dans les journaux, etc. Ce n'était pas du tout le cas chez les médecins généralistes. Personne ne s'est dit, oups, l'IA ne va-t-elle pas nous enlever certaines tâches? Oui, donc là-dessus, nous avions aussi, lors de la préparation, déjà discuté de cela, en se disant, essayons vraiment de bien le faire ressortir dans l'enquête. Et j'ai trouvé cela assez surprenant, en fait, que, enfin, mon impression et les résultats de l'enquête l'ont confirmé, que les médecins généralistes étaient vraiment prêts à adopter l'IA et en voyant déjà directement l'utilité. Et nous avons en fait reçu très peu de réponses à ce sujet. Est-ce que cette IA va aussi poser le diagnostic, par exemple, ce genre de questions? Mais je comprendrais tout à fait que ce soit, bien entendu, une préoccupation, en effet. Je pense que le médecin généraliste est aussi très conscient qu'il y a un aspect psychologique, que la conversation avec le patient, c'est la valeur ajoutée qu'ils ont vue immédiatement. Donc, si on y réfléchit, il sera très difficile de confier cela à une IA.
cet aspect humain doit rester présent. De plus, mon impression était que les médecins généralistes avaient compris que l'IA pouvait leur apporter un soutien. Supposons que l'on aille un jour un pas plus loin. Il existe déjà des outils intégrés dans le logiciel, sans IA, qui aident les médecins généralistes à appliquer certaines directives scientifiques, car il y en a énormément. Un médecin généraliste est un docteur généraliste au sens littéral du terme. Il lui est impossible d'être spécialiste dans tous les domaines. C'est pourquoi, aujourd'hui déjà, il existe dans les logiciels, sans IA, certains outils permettant de rechercher des directives existantes et de suivre l'évolution de ces directives. Donc je pense qu'à terme, avec l'IA, nous pourrons aller un peu plus loin, de façon plus spécifique et ciblée, donner des informations ou aider, peut-être même aider à poser un diagnostic, mais il y aura toujours le facteur humain qui devra déterminer, d'accord, je vois ceci, ceci et ceci. Et il me semble que c'est la meilleure planification thérapeutique pour ce patient. D'accord, très bien, tout est clair. J'ai encore une dernière question très spécifique d'un médecin généraliste, mais c'est quand même une question assez importante. Alors, concentrons-nous un instant là-dessus et écoutons ce que ce médecin généraliste a à dire. Je ne suis pas tout à fait convaincu que l'assistant IA va m'aider. Je crains que je vais passer plus de temps à corriger des erreurs et à résoudre des problèmes techniques qu'à réellement gagner du temps. Est-ce vraiment une si grande amélioration? Oui, je comprends bien cette question, surtout avec une technologie relativement nouvelle. Oui, on pourrait dire ça. Ce qui est inconnu est peu apprécié. Tu comprends cette question? Oui, je comprends tout à fait. Moi-même, il m'est déjà arrivé d'utiliser une nouvelle application en me disant « Ok, il y a plus de problèmes, de bugs ici. » C'est comme ça qu'on l'appelle alors quand on peut travailler avec ou qu'on en tire un avantage. Nous avons vraiment fait très attention à cela dans ce projet. C'est pourquoi je pense que nous l'avons peut-être déjà évoqué une fois au début. Nous avons vraiment essayé d'adopter une approche itérative, donc commencer petit. D'abord ce sondage, c'était la première étape. L'enquête pour savoir s'il y avait une volonté de faire de l'IA parmi le grand public de tous les médecins généralistes. Cette volonté était présente. Ensuite, nous avons commencé à intégrer concrètement le cas d'usage dans le logiciel. En fait, nous avons démarré avec un petit groupe de pilotes alpha, comme nous les appelons, une trentaine de médecins généralistes. Ce sont vraiment les vrais cobayes, mais ils savaient qu'ils l'étaient et se sont engagés dans ce parcours. Donc tu sais aussi que tu es là avec un sous-groupe qui effectivement aime adopter la technologie, aime s'y engager. Mais c'est aussi souvent un bon groupe de réflexion, car ils viennent aussi directement avec des idées concrètes. Encore des choses à améliorer. Ils sont aussi très critiques, c'est vrai. Comme pour tout développement de produits, au début nous avions aussi un certain nombre de maladies infantiles à corriger, certains champs qui n'étaient pas tout à fait remplis comme il le fallait. Nous avons aussi rencontré un certain problème. L'IA utilisait parfois certains mots dans certaines conversations d'une manière différente, il en ressortait d'autres mots, et nous avons bien sûr dû ajuster cela aussi. Je me souviens d'une conversation avec Anthony Van Cavell qui disait que certains termes médicaux ou certaines pathologies, qu'ils devaient vraiment être enregistrés afin que ces outils puissent les reconnaître, car il y en a des centaines, voire des milliers. Et donc, nous avons apporté ces améliorations, Cavell l'a également fait avec nous, naturellement. Et puis en fait, c'est littéralement l'intention de l'alpha pilote de s'assurer qu'il est technique et orienté produit. Accroche-toi bien. Ensuite, nous sommes passés à un groupe d'utilisateurs plus large, environ 300 personnes. Nous avons aussi lancé un vrai processus de recrutement pour cela et nous avons trouvé cela très positif, même si c'était moins positif pour les médecins non retenus. Nous avons dû décevoir certains médecins qui n'ont pas été sélectionnés pour la phase pilote bêta. Cela montre aussi qu'il y avait un grand enthousiasme à l'idée de participer. Dans cette phase pilote bêta, nous sommes encore en cours, elle se déroule actuellement dans les dernières semaines. Nous sommes à la veille du lancement complet. Et qu'avons-nous surtout fait ? D'une part, nous nous sommes assurés que les retours que nous avions reçus du premier groupe, le groupe alpha, soient également pris en compte dans ce groupe plus large. Mais d'autre part, nous avons aussi diversifié de manière encore plus sûre. Nous avons vraiment examiné cela, c'est ainsi que nous avons sélectionné les pilotes bêta provenant de différentes régions. Donc de toutes les provinces, de tous les coins du pays, nous avons sélectionné des médecins pour être sûr que ce modèle linguistique soit bien intégré. Si je peux donner un exemple à ce sujet ici, il y avait aussi un médecin dans le studio, le Dr Peulings d'Ostende. Donc oui, je suis flamand occidental. À Ostende, les gens parlent le flamand occidental. Nous pouvions aussi témoigner que cela fonctionne, même là-bas. Il faisait partie de ces testeurs. C'est exact. Je pense qu'il faisait même partie des pilotes alpha, et donc nous y avons vraiment prêté attention, et pas seulement à la répartition régionale. D'autres aspects comme la répartition homme-femme, la couleur de la voix sont importants. Nous avons veillé à une bonne diversité à ce niveau-là aussi.
L'âge aussi, car la technologie n'est pas toujours bien adoptée, donc nous avons eu une bonne répartition sur toute la courbe d'âge de notre clientèle. Peut-être des anecdotes, mais il y avait un médecin que nous avons accepté qui a dit « Je suis en retraite, mais j'aimerais encore essayer ». Il avait un âge avancé. C'est pourquoi nous l'avons impliqué dans ce pilote bêta pour assurer une bonne répartition, avec chaque utilisateur autant que possible. Nous en avons déjà tenu compte avant de passer à la phase de lancement complet. Donc tu dis en fait, toutes les bases sont couvertes, tout y est. Je peux comprendre, d'une certaine manière, que lorsque tu utilises une nouvelle technologie, il y a toujours une sorte de petite montagne à franchir. Au début, ça ne marche pas encore. C'est pas si fluide. Et après un certain temps, il faut quand même passer par là. Quel est l'argument que tu utilises toujours pour convaincre quelqu'un de franchir cette petite montagne? Et cela vient avec, c'est ce que nous appelons typique dans le développement de produits, la courbe d'apprentissage, où vous devez faire quelques ajustements. Et je pense que cela pourrait également être présent chez ce médecin. Donc, à mon avis, notre fonction est désormais très simple. Vous connectez le microphone externe. Nous te recommandons toujours d'utiliser un microphone externe. C'est un aspect important. Pourquoi? Très simple. Les ordinateurs portables enregistrent généralement le son dans une seule direction. Le microphone que nous proposons d'ailleurs dans le pack, celui-ci permet en fait d'écouter toute la salle de consultation. Et c'est aussi ce que j'ai entendu dans l'un des autres entretiens. Ce micro est vraiment placé très au centre. Même dans la pratique, si la table d'examen est un peu plus loin, il capte aussi cela. Oui, il a une portée de 8 mètres. Mais si vous le placez au centre, vous avez une bonne couverture. Donc c'est ce qu'il faut faire. Je vais appeler ça du plug and play. Et en fait, le cas d'utilisation que nous avons maintenant, du moins tout ce que tu faisais avant, taper et vérifier sur ton écran pour t'assurer que tu avais bien tapé, est maintenant fait par l'IA. Cela a changé, c'est la courbe ou le spectre d'apprentissage qui entre en jeu. Maintenant, il s'agit surtout de vérifier si l'IA a bien enregistré, peut-être de réfléchir un instant. Qu'est-ce qui a été dit ici exactement? Donc c'est peut-être mieux de le faire pendant la consultation. Il peut y avoir une mauvaise interprétation, évidemment. Ce n'est pas 100% correct. Donc, ne faites pas trop confiance, vérifiez toujours, faites ce contrôle. Parce que, bien sûr, il ne faut pas se leurrer. C'est toujours le professionnel de santé qui est finalement responsable que les données soient correctement inscrites dans le dossier. Mais ce travail a été modifié ou déplacé. Au lieu d'être constamment occupé sur l'écran, on vérifie une dernière fois après coup. Peut-être encore complété. Il y a aussi parfois des aspects, comme tu viens de le dire, que tu observes chez le patient et que tu ne peux peut-être pas forcément exprimer. Alors tu peux encore les noter rapidement, puis tu peux enregistrer et c'est en fait terminé. Mais en ce qui concerne la technologie, pour résumer brièvement, on pourrait dire que c'est une technologie à l'épreuve des débutants. À mon avis, oui. Et notre public d'utilisateurs l'a tout de même confirmé. Bien, je pense que cette question de notre médecin a également trouvé sa réponse. Bien, récapitulons peut-être encore une fois tout très brièvement et jetons un nouveau regard vers l'avenir, si possible. Et nous le faisons dans notre dernière rubrique, l'ordonnance. D'accord. Jean, merci des explications. Je suis déjà devenu beaucoup plus sage. J'espère la même chose de nos téléspectateurs, ou du moins je le pense. Comme je l'ai dit, peut-être qu'un jour nous voyagerons ensemble vers le futur. Des canettes, car il y en a encore beaucoup dans le pipeline. Je peux peut-être conclure prudemment que l'IA deviendra bientôt la logique même de la médecine générale pour les médecins et les patients. Oui, nous le pensons bien. Nous espérons bien sûr que cela sera chaleureusement accueilli par les Full Orange. Aussi, mais à mon avis, oui, et cela va certainement faciliter la vie. Oui, penses-tu que dans 2 ans, nous regarderons en arrière sur ce moment, sur ce podcast, et nous demanderons comment était-ce possible? C'est possible, il y a 2 ans, tous ces médecins faisaient ça manuellement, tu t'en souviens, comme c'était fou. Tu le penses? La possibilité existe. Oui, je pense que c'est possible en 2 ans. Ce n'est pas chaque médecin, c'est toujours comme ça, qui en sera peut-être fan ou qui aura certaines raisons de ne pas l'utiliser, mais je pense que cela pourrait bien devenir la norme. Certainement. Tu l'as dit tout à l'heure, comme moi-même déjà, le Care Connect AI NGP, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a encore plein de choses qui arrivent. Peux-tu déjà en dire quelque chose? Peux-tu, par exemple, déjà parler des applications qui vont arriver pour les médecins généralistes? Oui, pour les médecins généralistes, nous sommes encore en train de voir comment structurer la feuille de route, donc les prochaines étapes ou fonctionnalités. Nous irons certainement plus loin, interroger les médecins généralistes, mais par exemple, les médecins généralistes reçoivent beaucoup de documents pour leurs patients de la part de spécialistes ou parfois des demandes d'examen qu'ils ont fait. Pas seulement les résultats de laboratoire, car ceux-ci sont déjà intégrés automatiquement dans le dossier aujourd'hui. Mais il y a énormément de communication et cela ne fera qu'augmenter. Nous en parlions justement à l'instant. Les soins généralistes et spécialisés, le médecin généraliste collabore avec l'infirmier de pratique et à domicile. Cette communication est importante.
Encore une fois, cela est dû à ces spécialisations médicales. Cette évolution médicale qui progresse. Donc là-dessus, nous pensons que nous pouvons encore apporter un soutien avec l'IA, par exemple en automatisant le flux d'informations entrant, structuré davantage, codé, comme lors de la consultation, mais cette fois pour la boîte de réception du généraliste dans son dossier médical. Donc même les choses qui ne sont pas nécessairement propres aux médecins généralistes, mais qu'ils devront en fait dispatcher vers d'autres professions médicales. Je parlais maintenant du flux entrant. Ce que tu viens de mentionner est aussi vrai. C'est la deuxième étape à laquelle nous pensons. Lors de la consultation, nous nous sommes concentrés sur l'enregistrement de ce que dit le patient, du diagnostic, du subjectif, de l'objectif, de l'évaluation et du plan dont je viens de parler. Mais dans cet aspect de planification, nous pouvons aller plus loin. Pour l'instant, il s'agit de noter et d'enregistrer ce que nous avons prévu. Mais un médecin généraliste, dans 9 cas sur 10, il y a une ordonnance qui sort d'une consultation, et nous pourrions automatiser cela. Pour l'instant, le généraliste doit encore appuyer sur certains boutons après la consultation pour prescrire. Nous essayons de rendre cela aussi simple que possible grâce aux prescriptions renouvelables. Rendre cela très simple. Mais oui, l'IA peut certainement aussi apporter son soutien, parce que alors, le rendre encore plus automatique. Je pense aussi, par exemple, si le généraliste dit « je te mets en arrêt diéteur pour cette période », alors l'IA pourrait aussi automatiquement générer ce certificat d'absence pour toi, par exemple, et le partager avec toi en tant que patient, par exemple. Ce sont toutes des étapes que nous pourrions franchir et auxquelles nous pensons. Aussi des rapports ou ce n'est alors pas typique. Cela ne s'appelle pas un rapport, mais une orientation. Par exemple, si tu es envoyé chez le radiologue, tu reçois typiquement une lettre à emporter, peut-être, maintenant. De nos jours, ils tapent aussi déjà numériquement via Elena, mais alors tu peux, avec ça, faire rédiger automatiquement cette orientation par l'IA. Là-dessus, on peut certainement aller encore un pas plus loin. Il y a encore beaucoup de choses à venir, cela promet, et je suppose qu'il existe déjà un public test composé de médecins, donc je peux parfaitement imaginer qu'ils sont également ouverts à l'idée de tester de nouvelles choses. C'est certain, et nous avons déjà parcouru cette étape une fois pour ce projet, donc maintenant, nous allons pouvoir aussi apporter de nouvelles fonctionnalités à un rythme plus rapide. Bien. Waouh, super intéressant, Jean. C'est aussi très pertinent. Je vais déjà garder un œil dessus. Je suis très curieux de voir tout ce qui va arriver. Merci d'être venu dans notre studio. J'espère que tu as trouvé ça sympa. Avec plaisir, c'était vraiment intéressant de pouvoir expliquer à nouveau. Tu t'es très bien débrouillé et je suis sûr que les spectateurs et auditeurs ont aussi trouvé ça passionnant. C'est fini. Merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode du podcast Coriolis. Et si vous voulez relire tranquillement tout ce qui a été dit, découvrir d'autres podcasts, ou simplement commander directement votre kit de démarrage, rendez-vous sur ai.coriolis.be. C'est aussi simple que ça. Je vous souhaite également beaucoup de succès dans votre pratique de médecin généraliste, avec ou sans IA, mais de préférence avec, bien sûr, et je vous retrouve dans un prochain épisode. J'étais Dieter, c'était Jean, et à la prochaine.